Il y a 100 ans, nos prédécesseurs nous ont fait un mystérieux legs. Celui d'une capsule temporelle enfouie dans les murs de notre bâtiment. Derrière ces murs, des vies ont évolué, des rêves ont germé, et une capsule temporelle a patienté, chargée des souvenirs et d'espoir de celles et ceux qui nous ont précédés. Aujourd'hui, en ouvrant cette capsule, c'est comme si le passé tendait la main au présent. Que nous réserve cet écho d'un autre temps? Aux côtés d'expertes et d'experts, partons à la découverte des trésors enfouis dans cette mystérieuse capsule temporelle et rendons hommage ensemble à l'héritage que nos prédécesseurs nous ont légué. Cette année, c'est une célébration des 100 ans du pavillon principal du collège. C'est vraiment un moment historique. J'avais répondu présent à cet appel-là pour démontrer l'importance de notre institution. En 1840, on rentre dans une espèce de révolution industrielle. C'est arrivé plus tard ici qu'ailleurs en Amérique. Ce que ça a fait, c'est qu'on s'est aperçu qu'on avait besoin de donner des formations. À Rimouski est arrivé un projet d'un collège industriel qui a commencé à prendre forme dans ces années-là. Puis ce projet-là a lentement évolué. Puis à partir de 1854-55, on est rendu avec un collège industriel qui forme des gens pour les métiers de l'agriculture, les professions maritimes, la forêt, etc. Mais ça donne aussi aux gens le désir d'avoir une formation qui donne accès à l'université. Fait que ce désir-là, les changements socio-économiques, le développement de la ville, l'arrivée du chemin de fer, la nomination de Jean Langevin comme évêque en 1867 fait en sorte que Rimouski devient un diocèse. Puis à ce moment-là, une de ses décisions assez rapidement, en 1968, c'est de transformer le collège industriel en séminaire diocésain. Puis à partir de là, on a un séminaire à Rimouski. On est une région qui vivait d'agriculture, de foresterie. La ruralité, c'était quand même quelque chose d'omniprésent. Un fils d'agriculteur a peut-être pas tant de possibilités qui s'offrent à lui. Mais s'il a la chance d'être identifié, on s'aperçoit qu'il est bon à l'école, qu'il y aurait des possibilités d'aller plus loin, bien, même des fois, toute la communauté va se mettre derrière lui pour qu'il puisse aller au séminaire, puis après ça, aller à l'université. Puis ça change la vie de toute une famille après. Fait que d'avoir des enfants dans ta famille qui étaient capables d'aller plus loin, d'avoir un métier, une profession libérale, ça changeait le statut de toute la famille. L'importance du séminaire a été ça. Ça fait que localement, on est capable de former des gens avec des expertises. Fait qu'on peut s'imaginer qu'un jour, on aura un avocat qui va être originaire de Rimouski. On va avoir un scientifique qui va être originaire de Rimouski. Tout ça, c'est parce qu'il y a une institution d'enseignement qui permet d'aller à l'université. Quand on n'a pas ça, on diminue nos chances, là. Cette année, c'est une célébration des 100 ans du pavillon principal du collège, qui était un des édifices du séminaire. Le séminaire existe depuis longtemps. En fait, on n'est pas dans le premier bâtiment. C'est le 5e. C'est le dernier au bout de la chaîne du séminaire. C'est nommé plusieurs fois que les gens sont à l'étroit. Ça a été une constante dans l'histoire de cette institution-là, je dirais jusqu'à la construction de l'édifice présent. Fait que le séminaire a été dans le musée régional, ce qui est aujourd'hui le musée régional. Le séminaire a été dans un édifice qu'on a construit ici, sur le même terrain, mais qui était plutôt près de la rue Lévêché, adossé à la rue Lévêché, puis à la voie ferrée, puis qui a malheureusement été incendié. Ensuite, le séminaire a déménagé dans un édifice des Dames de la Congrégation. C'est une congrégation religieuse qui était sur le terrain aussi, quelque part entre le PIPS
puis les pavillons techniques. Puis en 1905, il y a eu une aile qui a été construite à ce pavillon-là. Puis tout ça a été incendié aussi. Puis en 1922-25, on a entrepris la construction de ce bâtiment-là. Puis c'est là qu'on s'est retrouvé aujourd'hui. Fait que ce bâtiment-là, il y a 100 ans, mais il est au bout d'une chaîne où le séminaire s'est déplacé souvent. Quand on a construit le séminaire, là, on a commencé sa construction en 1922, bien, on a inséré une capsule temporelle dans la pierre angulaire de l'édifice. Hey, on la retrouve, la pierre angulaire, là, sur le coin est du bâtiment, là, près du PEPS actuel. Donc, cette pierre-là, elle est marquée de 2 croix grecques là, qui vont orner là, la pierre angulaire, là, presque à la hauteur des yeux. Là. On ne peut pas la manquer quand on passe à côté. En fait, on parlait d'un dépôt de fondation. C'est un peu un rituel là, qui remonte à loin, là, mais ça avait comme une espèce de fonction de protéger l'édifice. Au moment de placer la pierre angulaire, puis la capsule temporelle qui va se trouver dans cette pierre-là, bien, il y a toute une cérémonie de bénédiction là, de la pierre angulaire à laquelle on a invité les membres les plus influents du clergé, mais aussi là, l'ensemble de la population, parce que, un séminaire, on veut s'ouvrir à la population, on veut se faire connaître. On a construit des estrades, littéralement. On a retardé l'ouverture de l'expo agricole pour permettre au plus grand nombre d'assister. Puis effectivement, il y a beaucoup de monde qui a assisté là, à la bénédiction. Là, sur les photos d'époque, on le voit, là, les estrades sont pleines. Puis je dirais pas qu'on se bousculait, là, mais on voulait voir ce qui se passait. On voulait voir l'évêque de Rimouski bénir la pierre angulaire et son contenu ce matin-là de septembre 1922. Bien, dans la capsule temporelle, les documents de l'époque nous disent qu'on devrait retrouver un journal de 1922, des timbres, de la monnaie. On devrait retrouver également un texte en latin. Puis aussi, il ne faut pas oublier un bouton là, à l'effigie là, des armoiries du séminaire. Mais on savait depuis longtemps quand même qu'il y avait une capsule temporelle. Il y avait une couple de personnes à terrain et bâtiment aussi qui étaient au courant là, de l'existence de cette capsule-là. Puis, à un certain moment donné, on s'est dit le bâtiment va avoir 100 ans. On était curieux d'aller voir ce qu'il y avait. Là, le conseil d'administration du cégep nous a donné le feu vert pour qu'on puisse procéder là, le samedi 4 mai là, à l'ouverture là, de la capsule temporelle. Donc, on va extraire la pierre angulaire des murs du cégep. Aujourd'hui, c'est jour J. Après plusieurs semaines de planification, on prévoit ouvrir la capsule temporelle du cégep de Rimouski. L'aventure de la capsule, dans le fond, c'est un grand mystère. On a envisagé différents scénarios. Le premier scénario, c'est que les objets sont miraculeusement conservés. Le deuxième, c'est que les objets sont partiellement détruits ou complètement dévastés, à voir. Mais on a aussi une autre hypothèse qui nous chicote un petit peu parce que quand on regarde de près la pierre angulaire, il y a des obturations, des trous qui ont été faits. Puis on se questionne à savoir, est-ce que la pierre a été retirée? Et on se pose la question sur l'existence ou non des objets. Il faut dire que cette opération-là a été planifiée en collaboration avec plusieurs experts, des maçons, spécialistes en intervention dans l'architecture patrimoniale, des archéologues, des gens des arts et médias, de même que des historiens. Alors, on est tous fin prêts pour assister à la révélation de ce que sera la capsule. Ça fait autour de 40 ans que je suis maçon et que j'ai commencé pour d'autres entrepreneurs les quelques années. Par la suite, on a monté une formation en restauration et taille de pierre, chose qui n'existait pas au Québec. Nous, on a fait venir des professeurs d'Europe. On a monté une formation, on a passé 2 ans à travailler dans le domaine de la restauration. Par la suite, on s'est lancé en affaires dans ce domaine-là depuis au-dessus de 33 ans qu'on a fait à peu près que ça, de la restauration et de la taille de pierre. Pour l'extraction de la pierre, on va pratiquer des ouvertures de chaque côté avec une scie à l'eau, des lames au carbure. On va descendre chaque côté, on va faire le dessous. Puis si tout va bien, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut rencontrer, il peut y avoir des tiges de métal à l'intérieur, il peut y avoir plein de surprises. Mais normalement, on devrait couper les côtés, le dessous, puis la pierre va s'asseoir, puis on va la sortir avec des barres de fer tranquillement, puis on va la glisser sur des madriers
pour l'avoir à bonne hauteur, pour pas forcer inutilement. On n'est pas capable de se rendre au fond avec la scie qu'on a présentement. On va essayer d'enlever celle d'en haut. Probablement que ça va nous donner accès à l'intérieur. On n'aura peut-être même pas besoin d'enlever elle. Si tout va bien, encore là. Ça reste des surprises. Alors aujourd'hui, avec Manon, on va être les archéologues de l'équipe, c'est-à-dire qu'on va donner à l'opération une dimension archéologique, donc une méthode, et puis une dimension scientifique parce que ce genre de dépôt-là est rarement documenté par l'archéologie. Si on peut déjà en avoir un qui va être bien documenté, qui va pouvoir inspirer d'autres archéologues, ça va déjà être une belle réussite, je pense. Hey, on vient d'ouvrir la boîte. L'eau rentre dans la boîte. On voit les rouleaux, là. Les journaux. Oui, les rouleaux. Ça, c'est peut-être le texte en latin qui est là. C'est tout beau, hein? Il n'y a pas de moisissure. On voit les papiers. Non. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est d'abord prendre l'eau, prendre le temps d'observer ça comme c'est là. On a vu que l'eau qui avait été ajoutée dans la pierre, ça fait partie évidemment de leur travail de maçon. Donc on va sortir les objets, les documents textuels qui sont déjà dans l'eau. Mais comme on a vu que les documents semblaient en bonne condition, en les sortant d'ici, on va les envoyer dans le laboratoire de chimie du cégep pour pouvoir bien les sécher. Puis on va pouvoir extraire les objets aussi. Ça se présente pas comme on l'attendait. On attendait un récipient déposé dans une cavité. Là, on a quelque chose qui remplit complètement la cavité. Donc, c'est question de vase dans le Pogatica, ce qui nous aidait à penser que c'était un objet autonome dans une cavité. Donc, là, on a vraiment quelque chose qui remplit complètement. C'est une boîte. Il reste à voir si on est capable de l'enlever, ce dont je suis pas sûr, ou si on va être obligé d'ouvrir sur place. Avant de l'enlever, il faudrait faire un bon ménage. Un nettoyage pour d'abord documenter ça dans l'état. Et puis être sûr aussi qu'en l'ouvrant, on ne va pas contaminer l'intérieur en rentrant de la poussière, des éclats de mortier, puis encore de l'eau. Il faudrait être sûr aussi qu'on est prêt à recevoir ce qu'il y a dedans. Donc, ça veut dire qu'il faut quasiment installer un petit laboratoire ici, puis sortir les objets ici. C'est du plomb. C'est mou, on dirait. C'est du plomb, mais il y a peut-être une petite affaire dessus. Mais c'est du plomb. On le voit bien ici. Donc, ça se passe pas mal. Les objets ont l'air sains à l'intérieur. Il y a un petit peu d'eau qui est rentrée, encore une fois. Parce que là, on est supposé avoir écusson du séminaire, des timbres, des pièces de monnaie. Fait qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. Peut-être une autre capsule en dessous. Je suis convaincu que c'était fermé à l'hiver parce on voyait la pierre là, sur des photos à l'hiver 22-23. Ouais. Ça fait que peut-être qu'avant de fermer, je ne sais pas, pour l'hiver, ils ont fait un deuxième dépôt, mais on doit avoir plus de pièces de monnaie, des timbres, puis un écusson du séminaire. Mais tout ça est peut-être dans le rouleau de papier. Dans le rouleau de papier, c'est possible. Ouais. Bon, ben là, on vient d'ouvrir la capsule et de retirer son contenu. On s'est dépêché parce qu'il y avait déjà de l'eau qui était rentrée dedans, donc on voulait éviter que les papiers soient trop imbibés d'eau. Mais on a quand même pris le temps de faire un nettoyage et de faire des photographies dans l'état. Et là, maintenant, ce qu'on se demande, c'est s'il n'y a pas une autre chose en dessous, puisque ça sonne creux. Donc, on en est à se demander ce qu'on fait pour la suite.
Je trouve que le document, quand même, était un peu imbibé lors de l'extraction, mais on peut quand même encore travailler avec. Le fait qu'on soit capable de se déplier, c'est une bonne nouvelle. Ça aurait des traces de moisissure, c'est des petites taches qui sont là. Ce qui fait que ça collait ensemble. Fait que ça n'a pas été fait pendant l'extraction. C'est une moisissure qui existait déjà. Là. Le reste, c'est un document qu'on pourrait faire sécher puis bien conserver. Il faut juste trouver un moyen de le décoller sans l'abîmer. Parce que je vois la tache qui est là. Ça fait que ça a comme été une colle. La moisissure a fait que ça fait un peu comme une colle. Là. Ce qui fait que je vais essayer de très, très délicatement de le défaire. Là. Mais on voit déjà, hein, c'est vraiment une très belle écriture. Là, en latin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je veux voir s'il y a des signatures, parce qu'on a vu qu'il y avait, entre autres, dans le document, ça disait qu'il y avait l'évêque du diocèse de Rimouski à l'époque, dont Monseigneur Léonard, mais ça disait aussi qu'il y avait le premier ministre du Québec, Louis-Alexandre Tachereau. Donc, est-ce qu'il était ici? Est-ce qu'il a signé le document? Donc, si on réussit à le décoller, on va le voir. En dépliant le journal, on a trouvé 3 autres pièces de monnaie, puis le petit écusson du séminaire de Rimouski de l'époque. Donc, je pense que c'était pas mal ça qui était supposé d'avoir dans la liste d'épicerie du vase de la pierre angulaire. Donc, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est pour aider au séchage, ça va être de le mettre le plus possible à plat, voir si on peut le nettoyer un petit peu autour aussi, l'éponger, puis mettre de la ventilation dessus pour le faire sécher rapidement, pour pas qu'il y ait des moisissures qui se prolifèrent davantage sur le document. Et je vais probablement l'encapsuler aussi dans du plastique Mylar, comme ça on va quand même pouvoir le manipuler un peu sans qu'il contamine les tables de travail. Je visualisais, j'essayais de voir comment ça pouvait être à l'intérieur. Là, la pierre, là, j'avais vu pas mal comment ça pouvait être fermé, mais là, je pensais, moi, qu'il y avait un couvert en granit, mais là, c'était carrément le vase de plomb qui a été moulé pour s'insérer dans la cavité. Tout ce qu'on avait, qui devait y être, est là. Ouais. Puis en bon état, en plus, ça c'est incroyable. La première surprise qu'on a eue, c'est la forme du contenant de plomb. Les textes parlaient d'un vase. Bon, spontanément, on a pensé à une forme autonome, remplissait pas forcément une qualité, alors que ce qu'on a eu, c'est un contenant qui a été manifestement assemblé sur place. Donc, la pierre était évidée, un petit peu comme un bénitier. On a creusé une cavité carrée dans laquelle on a surcreusé une cavité hémisphérique. Et là-dedans, on a mis une feuille de plomb qu'on a martelée en place. Et puis, pour sceller le contenant, une deuxième feuille de plomb qui est soudée. Donc, ça veut dire que le contenant, la capsule temporelle, elle-même remplissait complètement l'espace dans la pierre angulaire. Le plomb a l'avantage d'être malléable. Sa température de fusion est basse, donc c'est quelque chose qui se soude facilement à une température assez basse. L'oxyde de plomb forme une petite peau qui protège le métal, donc ça se conserve très bien pendant longtemps. Donc il y a toutes sortes d'avantages à travailler avec le plomb. L'inconvénient, mais là, ça ne concernait pas les gens qui l'ont déposé, c'est que, évidemment, l'oxyde de plomb est toxique. Donc c'est pour ça aussi qu'on va le nettoyer sous motte. Et c'est pour ça qu'on porte des masques. On va juste le nettoyer pour voir s'il n'y aurait pas un timbre peut-être du fabricant ou voir la méthode de fabrication. Donc, un petit nettoyage pour voir, en savoir un petit peu plus sur l'objet et comment il a été fabriqué. Le séminaire avait une mission, puis c'était d'offrir le cours classique. Puis le cours classique, il y avait 2 fonctions, d'emmener des gens à l'université, puis les emmener à la prêtrise. C'était pas mal là qu'on était. Fait que le cours classique, ça reste une vision de l'enseignement qui est basée sur la philosophie humaniste. Fait que dans cette optique-là, on veut que la personne puisse développer ses savoirs, puisse développer son âme, va développer son corps, va pratiquer le sport. Fait que c'est une philosophie où l'être humain essaie de se rendre au maximum de ce qu'il peut. C'est un cours qui dure 8 ans. Puis chacune de ces années-là va avoir des disciplines maîtresses qui vont être vraiment l'emphase principale de ce cours-là, jusqu'à temps que les gens arrivent au bout du cours. Puis après ça, là, on va à l'université, puis on peut devenir avocat, notaire, médecin. On a de la culture, on a des savoirs, on sait calculer, on connaît les sciences. Fait que c'est une philosophie un peu comme celle-là.
Ça existe encore un petit peu aujourd'hui. Fait qu'on a des programmes, entre autres, on a le programme de sciences lettres et arts aujourd'hui dans certains collèges. Puis ce programme-là permet encore. C'est peut-être le plus proche qui nous reste là, de la philosophie du cours classique. C'est pas entièrement disparu. Mais on demeure aussi des institutions qui ont, je dirais, une conception humaniste avant tout dans la façon dont on donne l'enseignement. Fait que ça, c'est resté un peu comme héritage. Le cégep de Rimouski, là, quand on arrive, qu'on le voit, là, on sait tout de suite là, que c'est une institution d'enseignement. Là, ça transparaît là, dans son architecture. C'est un bâtiment aussi qui a une prestance. Là, on ne peut pas le manquer à Rimouski. Hein. On parle d'un bâtiment éclectique. Donc, un bâtiment qui a été influencé par plusieurs styles architecturaux. On a juste à penser à la symétrie de l'édifice. Hein. On a une belle grande porte centrale avec un même nombre de fenêtres de chaque côté. Alors, si on repliait l'édifice sur lui-même, là, les fenêtres de chaque côté arriveraient vis-à-vis l'une de l'autre. On a un bâtiment sur lequel on trouve des loggias. Les grandes galeries qu'on a en façade du séminaire, c'est l'influence de l'architecture italienne qui se fait sentir. On a 2 campaniles, on a le grand clocher là, qui surmonte l'édifice. Ça découle tout de l'architecture de la Renaissance, si on veut, ces caractéristiques-là. On a un carillon de type Westminster. On a une horloge publique. C'est plaisant parce que le cégep se rappelle à nous autres à toutes les heures du jour. Hein. On entend le carillon sonner aux 15 minutes. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant, là, qui vient rappeler la présence du cégep aux Rimousquois puis aux visiteurs là, de Rimouski. Derrière l'architecture du bâtiment, il y a toute une vision de la vie, il y a toute une vision des choses. Là. On s'en va au rez-de-chaussée, on a le réfectoire. Le réfectoire, il est là pour symboliser le traitement qu'on accorde au corps. Si on monte un étage plus haut, on a la salle académique, qui est maintenant la salle Georges Beaulieu. Alors, c'est la salle de spectacle du séminaire. Ça symbolise les choses de l'esprit. Et au-dessus de cette salle académique-là, on a la chapelle, qui est maintenant la bibliothèque, où on travaille sur le traitement qu'on accorde à l'âme. Alors, il y a toute une symbolique derrière la conception du bâtiment qui est vraiment intéressante. Puis, quand on regarde les plans d'origine que Pierre Lévesque a créés en 1922, c'est d'autant plus appuyé que, originalement, face à la cafétéria, face au réfectoire, on devait retrouver la piscine du séminaire. Le projet n'a jamais abouti, mais ça démontre l'importance qu'on accordait également dans une institution comme ça au traitement du corps. Et le sport, il fait partie de la philosophie humaniste qui est derrière le cours classique. C'est comme normal dans un séminaire qu'il y ait du sport. Si on remonte en 1925-1930, là, c'est pas le même terrain qu'on a aujourd'hui. Fait qu'ici, on regarde, on a un stationnement, il y a le rue Saint-Louis, il y a un autre stationnement à côté, il y a le PEPS, il y a les pavillons H, les pavillons techniques. Là, il n'y a rien de ça qui était là. Tout ça, c'était du gravier. Puis sur ce gravier-là, l'été, on pouvait jouer au baseball, on pouvait faire des patinoires l'hiver. Puis une famille de sport qui est intéressante, c'est la famille baseball. Fait qu'aujourd'hui, on connaît le baseball. Le baseball, la balle au camp, la balle molle qui est arrivée dans les années 1940, et même le ballon prisonnier qu'on joue dans les cours d'école, c'est toute la même famille de sport un peu, avec les mêmes règles, les mêmes positions. Fait que ça, c'était très pratiqué, c'était très populaire. Puis c'est sûr, quand on regarde les photos d'époque, c'est drôle parce qu'ils jouent au baseball en soutane. Ça frappe l'imaginaire quand on voit ça aujourd'hui. Mais c'était des gens qui étaient très actifs. Donc le sport, je dirais que ça semblait être une part très importante de la vie des gens, puis de tout ce qu'il y avait dans l'environnement de notre bâtiment. Le séminaire a toujours été ouvert sur la communauté. Donc, les gens pouvaient venir ici, pouvaient profiter des infrastructures. D'ailleurs, les glissades l'hiver étaient utilisées par tout le monde, puis les gens se faisaient bien du plaisir le long de la rue Saint-Louis avec ça. Il y avait des parties, il y avait des événements, la population venait. Puis quand il n'y en avait pas le dimanche, il y en a qui venaient jouer aussi, là. Fait que c'est sûr que ces équipements-là ont servi, puis ont attiré du monde, puis ont créé du social autour des événements sportifs. Étant donné que les arts font partie de la conception qui était à la base du cours classique, c'est comme inimaginable d'avoir un séminaire sans qu'il y ait une salle de spectacle à l'intérieur. Fait qu'en partant à l'interne, la salle de spectacle est une infrastructure essentielle puisqu'elle va permettre de développer les talents artistiques. Étant donné la nature de l'institution,
il va avoir une tendance à regarder le classicisme un peu. Fait que, on va avoir des concerts, on va avoir de l'opéra, on va avoir des pièces de théâtre pendant la période du séminaire. Souvent, c'est des pièces qui sont jouées par les étudiants, des concerts qui sont donnés par les groupes de musique qu'il y a au séminaire, que ce soit l'harmonie ou l'orchestre du séminaire. Mais parfois aussi, on va inviter des artistes de renommée internationale. Puis à chaque fois, dites-vous que la population a accès à ça, puis est capable de venir voir. Dans les grands artistes qui sont venus, il y a Leonard Warren qui est venu, il y a Piatigorsky qui est un violoncelliste, puis il y a des chanteuses d'opéra qui sont venues aussi. Ces gens-là, c'était des vedettes internationales. Puis ils venaient ici, puis les gens étaient exposés à cette culture-là d'une manière qui n'aurait pas pu être autrement. La Société des concerts, là, qui a amené beaucoup d'artistes internationaux ici, c'est Georges Beaulieu qui a créé ça. Puis c'est quelqu'un qui a été important pour le domaine artistique, c'est quelqu'un qui a été important aussi dans, je dirais, le parascolaire, la Fondation du prêt d'honneur, qui est une façon d'aider financièrement des jeunes aux études supérieures. Puis après ça, on a nommé la salle de spectacle en son nom. Ces efforts ont amené des artistes à Rimouski. Bien, les jeunes qui étaient au séminaire ont été exposés à ces gens-là. Fait que quand on pense à Gilles Vigneault, là, en 1948, il est étudiant ici, là. Puis Félix Leclerc arrive, il le rencontre, il parle avec. C'est certain que ça va peut-être l'influencer dans sa carrière après. Il ne faut pas regretter que la salle Georges Beaulieu n'est plus la salle principale à Rimouski. Au contraire, il faut être heureux puis de se réjouir de savoir que dans la société civile, on a été capable de s'organiser pour avoir des salles, même de meilleur calibre, puis présenter des spectacles. Mais c'est ça le rôle de nos institutions, c'est de pousser un petit peu sur le développement régional pour que le milieu aille plus loin. Fait que dans le domaine des arts, c'est ça qui est arrivé. En 1967, l'événement important qui se produit, c'est la fondation des cégeps. Les cégeps, c'est un nouveau modèle d'enseignement, comparativement à ce qu'il y avait en Amérique du Nord, puis même ce qu'il y avait ailleurs en Europe. La création des cégeps, en fait, découle du rapport parent, principalement. Puis le rapport parent, il sort de la commission parent. Puis c'est une commission où est-ce qu'on se questionnait sur l'enseignement, sur la façon de donner un meilleur enseignement, sortir l'enseignement du clergé, puis l'amener dans la société civile. Le 14 juillet 1967, c'est la fondation du Cégep de Rimouski, donc une date importante pour nous. Puis c'est là que notre institution est née. Donc le Cégep de Rimouski, dans les 5 premiers cégeps qui ont été ouverts, puis c'est pour 3 raisons. Quand on regarde sur papier qu'est-ce qu'il y a à Rimouski à cette époque-là, c'est un bon endroit pour mettre un cégep parce que les bâtiments sont tout construits, les formations sont déjà sur place, puis il y a des enseignants pour toutes ces disciplines-là. Fait que c'est un des facteurs qui a joué en notre faveur. L'autre facteur qui a joué en notre faveur, c'est celui du développement régional. Pour développer le territoire, une des façons les plus efficaces, c'est d'envoyer des services d'éducation dans les différents secteurs. Si on est capable d'avoir des institutions d'enseignement supérieur à différents endroits dans la province, les gens vont être plus proches, vont être capables d'aller se former, vont débarquer sur le marché du travail avec les compétences, puis s'ils ont ces compétences-là dans leur région, vont travailler dans leur région, puis on va rehausser les compétences puis le niveau socio-économique des régions. Puis le troisième facteur, c'est que le séminaire de Rimouski était déjà en très proche collaboration avec l'Université Laval. Il y avait des efforts ici dans les années 60. On est parti du concept d'université rurale, puis on a commencé à vouloir avoir une vraie université. Est apparue l'idée d'un centre d'études universitaires. Fait que les travaux qui ont amené la création du cégep sont aussi faits dans le contexte où il y avait un désir de développer une université. Puis la création du cégep a fini par encourager ou faciliter le projet de développement d'une université à Rimouski. Puis ça a débloqué sur l'UQAR après. Fait que je dirais que ces 3 éléments-là ensemble font qu'on était dans les meilleurs candidats pour avoir un collège rapidement. Bienvenue, Raphaël. Merci d'être là. On va passer un moment ensemble pour découvrir les objets de la capsule temporelle. Je te remercie beaucoup de ton temps. Merci à vous pour l'opportunité. Puis j'ai hâte de savoir c'est quoi les objets. Je vais commencer avec ce document-ci qui est un manuscrit écrit à la plume. Donc, on voit ici, là, dans le fond, qui est en latin.
C'est super bien conservé malgré les 100 ans. Puis dans le fond, ce que décrit ce manuscrit-là, c'est le protocole, le déroulement de la mise en place de ces objets-là lors de la bénédiction de la pierre. Puis on voit en bas du manuscrit qu'ils ont apposé 2 timbres, un timbre d'1 cent et de 2 cents, de l'année justement. Si on poursuit, on regarde, ils ont mis des objets. On a ici les cuissons du petit séminaire de Rimouski. Puis encore là, on voit l'effigie, le blason qu'on appelle, avec la devise du petit séminaire, c'est « Science et foi ». Évidemment, on a une allusion à la religion. Puis la petite lampe avec la lumière représente la science. On enchaîne avec les pièces de monnaie, parce qu'un peu comme avec les timbres, on voit qu'ils ont voulu marquer le temps. On a une pièce de monnaie de 1864 qui représente la reine Victoria. Étonnamment, c'est une pièce qu'on dit de la Nouvelle-Écosse. De la Nouvelle-Écosse, est-ce qu'on sait pourquoi c'était au Québec? Bonne question. Le mystère est entier. Il y a beaucoup de mystères entourant les pièces de monnaie. Celle-ci, tu vois, c'en est une de 1916. Ah, puis c'est... Ah, le roi Georges? Le roi Georges, oui. Wow. Ensuite, Raphaël, j'aimerais ça te parler des 2 pièces de monnaie ici. C'est les pièces de 1 cent de 1920. Est-ce qu'on sait pourquoi il y en a 2 des pareils? Bien, on ne sait officiellement pas pourquoi, mais ce qu'on interprète de la situation, c'est qu'ils ont voulu comme souligner l'importance de cette année-là. Puis, en creusant un petit peu, on sait qu'en 1920, il y a un conventum qui a eu lieu pour souligner les 50 ans d'intervention des œuvres du séminaire, qui appelait. Et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont réfléchi à l'évolution de leur site, puis qu'ils ont décidé d'agrandir et de construire le bâtiment dans lequel on est. Puis, on enchaîne avec cette pièce-ci de 5 cents. Elle date de 1922. Puis là, le lien est un peu plus facile à faire parce que c'est l'année de la bénédiction de la pierre angulaire. Donc, ils ont voulu immortaliser l'année. Exactement. Puis c'est la seule pièce qui est en argent, d'ailleurs. Toutes les autres sont couleur foncée. Je pense qu'il y a un petit effet, là. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ce beau document-là, il était tout bien plié. On voit encore les traces de pliure. Puis, on a aussi retrouvé ce journal-là. Et puis, les pièces étaient à l'intérieur de ces documents. Puis, c'est un journal qui date justement de la journée même de l'enfouissement de la capsule. Quand je regarde les objets, je me dis, ça fait 100 ans qu'ils ont été déposés là pour nous, si on veut. Puis, ça fait plus de 100 ans qu'il y a de l'enseignement supérieur qui est passé via notre bâtiment, soit en tant que petit séminaire, soit maintenant en tant que cégep. Ça t'apporte quoi, toi, le cégep, Raphaël? Bien, c'est quand même fascinant qu'un bâtiment qui ait vécu autant de choses puis qui permet d'apprendre autant de choses aussi soit proche de chez soi. Je veux dire, c'est quand même super qu'on puisse garder notre identité de région, le fleuve, la proximité avec la nature puis tout ça, puis quand même aller dans un endroit d'enseignement supérieur sans avoir besoin de déménager dans une grande ville. Hey, c'est super intéressant ce que tu dis là parce que c'est la première raison pour laquelle le petit séminaire a été mis en place, c'était pour justement permettre l'accès aux études supérieures aux gens de la région. Fait que c'est fabuleux qu'en 2024, t'as encore ce rapport-là à la proximité. Puis avec cette accessibilité-là, ça permet aussi qu'il y ait une grande diversité dans le cégep, puis c'est vraiment trippant. Mais pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir la capsule temporelle? Bien, c'est sûr qu'un anniversaire comme 100 ans, c'est quelque chose qui mérite d'être souligné. Conséquemment, on s'est dit, on savait qu'avec l'Action catholique que la capsule existait, on avait un texte qui le documentait. On s'est dit, quelle opportunité que ce 100e pour aller à la découverte des objets qui ont été laissés pour nous à ce moment-là. Ce qu'on allait faire, c'est un peu briser un scellé qui durait plus de 100 ans. Si tu avais à déposer un objet dans une capsule qui serait ouverte dans 100 ans, quel objet tu y déposerais? Je pense qu'on n'aurait pas le choix de déposer une marque de technologie, que ce soit un téléphone cellulaire, un ordinateur, un fil électrique, je ne sais pas. Mais je pense qu'on n'aurait pas le choix de montrer ça parce que quelque chose qui représente beaucoup notre époque, c'est la mondialisation grâce aux réseaux sociaux et à la technologie. Sinon, un peu à leur manière, je pense, les journaux, ça existe. Ça existe encore, mais c'est moins important. Mais peut-être des photos d'actualité qu'on voit actuellement parce que c'est quand même quelque chose d'important aussi à notre époque. Puis probablement, encore une fois pour les copier, de l'argent, mais je pense que l'argent aurait une autre signification que juste son année. Je pense qu'on est vraiment rendu dans une société où est-ce que l'argent est très, très, très important. Donc, je le mettrais dans la capsule. Raphaël, c'est vraiment des bonnes idées d'objets à mettre dans la capsule. Savais-tu
On a passé un sondage à notre communauté, autant les étudiants que le personnel, pour avoir aussi leurs idées, pour savoir ce qu'ils mettraient, eux, dans une capsule si elle était ouverte dans 100 ans. Puis, on a eu beaucoup de réponses. Je pense qu'on a eu 300 réponses, autour de 300 réponses. C'était vraiment fascinant, mais on a eu toutes sortes de réponses. Des loufoques, des réalistes, des très, très, très symboliques. Par exemple, il y en a qui nous ont parlé qu'ils mettraient de la neige ou de la crème solaire. De la neige plus que de la crème solaire, mais je comprends pour les réchauffements climatiques. Bien, c'est ça. Puis on a senti qu'il y avait vraiment une réflexion derrière le choix de ces objets-là. Par exemple, il y en a qui nous ont parlé du papier et des crayons aussi, même des crayons au plomb. J'imagine qu'ils envisagent qu'ils seraient peut-être moins utilisés à ce moment-là. Peut-être. Il y avait aussi tout ce qui était en lien avec la téléphonie cellulaire, comme tu l'as nommé tout à l'heure. Il y avait aussi une rédaction étudiante. Puis il y avait aussi un jeans. Il y a quelqu'un qui dit ben le jeans traverse le temps. Il trouvait que c'était un morceau de vêtement qui était sujet à traverser le temps. Ça, c'est ce qu'on nous a suggéré. Et puis, il y avait aussi le fameux test COVID. Ah! Oui, avec son lot de mauvais souvenirs, mais la personne devait aussi nommer pourquoi. Hein? Puis dans sa raison, elle disait que c'était quand même une grande avancée de la science que nous permet les fameux tests PCR, parce que toute l'analyse de l'ADN, c'était un peu démocratisé, si on veut, puis que ça, c'était vraiment une nouveauté pour la science. Ben, si on le met comme ça, c'est plus sympathique. C'est moins douloureux. C'est moins douloureux. Mais là, vous posez la question, mais est-ce que vous comptez en faire une capsule temporelle? Oui, absolument. Parce que dans le fond, on est allé prélever les objets, puis on s'est dit, on pourrait remettre un peu nous pour un prochain segment de 100 ans. Et avec toutes ces belles idées-là, hein, on va avoir l'embarras du choix. En fait, on pense aussi faire une cérémonie protocolaire de remise en place de nos objets dans la prochaine capsule, à l'image de celle qui a eu lieu en 1922. Bon, ben j'ai hâte de voir ça va être quoi qui va être choisi. C'est à suivre. J'ai fréquenté le séminaire de Rimouski de 1960 à 1968. J'étais pensionnaire et on avait un régime de vie là, assez encadré. D'abord, je me suis trouvé chanceux de pouvoir faire un cours classique parce que c'était pas donné à tout le monde. Bon, ce que ça m'a apporté, c'est ça. C'est une ouverture sur la culture, une ouverture sur le monde. Mieux me connaître aussi parce que là, tu fonctionnes avec d'autres. Il faut être capable de s'entendre puis de... Ensuite, développer des talents qu'on ne pensait pas avoir. Puis pour les études, bien, ça demande de la persévérance et de l'effort. Ça a créé des amitiés qui ont persisté. Je pense qu'on était tissés serrés, là. C'est vrai qu'une belle expérience, c'était de travailler ici à la salle comme placier ou comme aide pour les décors. À l'époque, ça s'appelait la salle académique. Parce que Georges Beaulieu est encore en fonction, là. Puis c'était surprenant. Pour Rimouski, l'Orchestre symphonique de Québec venait 2 fois par année. Puis il y avait 4 pièces de théâtre par année aussi qui venaient de Montréal. C'est la salle de spectacle de Rimouski, donc les gens y venaient. Puis nous, on pouvait venir gratuitement là, dans les balcons. Quand on finissait, on choisissait dans quelle matière on voulait s'en aller. Il y avait une prise de ruban qu'on appelait. Donc, selon la couleur du ruban, ça disait... Puis là, il y avait... La salle était pleine, ici, nos parents. Puis là, ils disaient chacun notre nom avec ce qu'on voulait faire. Moi, j'avais choisi d'être prêtre diocésain. Cette dimension-là m'intéressait. Puis après ça, j'ai été animateur de pastoral au cégep ici. Moi, en 79, là, c'est moi qui ai été nommé. Il y avait 4000 étudiants dans ce temps-là. Il y en avait ici, t'arrives, il y a 400-500 profs, 4000 élèves... ça ouvre aussi là, des perspectives. Moi, ça a été 6 belles années. Alors, je suis Jean-Claude Drapeau, un résident rimouskois. Je suis rentré au séminaire en 1960 pour un cours, bien sûr, de 8 ans. L'année 67-68 coïncide avec la dernière année du séminaire et des baccalauréats SR du séminaire, le 105e cours. Le sport, pour moi, et le séminaire, ça ne fait qu'un.
Ce qui a été magique dans mon cas, c'est que, contrairement au primaire, je me retrouvais dans un contexte où il y avait des périodes de récréation qui nous permettaient donc de vivre pleinement si on aimait l'activité physique. Il y avait des activités de compétition de ligue également, les 10 mois qu'on passait ici, qui nous permettaient d'être actifs tout le temps. Et par la suite, progressivement, là, j'ai pu continuer de faire du sport tout au long de mes 8 années. J'ai réussi à prendre ma place aussi dans certains sports. Et quand je n'étais pas au niveau compétiteur assez performant, je demandais pour faire des tâches comme statisticien avec l'équipe de hockey ou d'autres pour porter les bâtons, des choses de même, qui me permettaient de rester proche. Et il y avait toujours de la place pour ces gens-là qui voulaient faire ça. Donc, mon lien avec le sport est à la fois un lien que ça m'a aidé à réussir dans mes études, mais ça m'a permis de comprendre quelque chose de fondamental, d'aller à fond dans la compréhension de ce qu'est le sport, de ce qu'est l'activité physique, de ce qu'est la portée que ça peut avoir. C'est ça, mon apprentissage qui m'a conduit au séminaire et qui m'a fait sortir à l'époque des cégeps pour compléter ma formation universitaire ensuite en éducation physique et revenir y enseigner par la suite. Alors, sur la transition entre les séminaires et les cégeps, à cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait peu de filles qui passaient par les séminaires, mais autour de 65-66, il a commencé à avoir l'accès des filles aux séminaires de garçons ici même. Et là, ça, c'était un début de mouvance. C'était un début de laïcisation, de lâcher prise du système catholique pour favoriser la mixité dans le système d'éducation. Ça a été une révolution et le plus grand apport des cégeps dans l'histoire jusqu'à maintenant, c'est la démocratisation et l'accès aux études supérieures pour les filles. Je m'appelle Paul Daïto. J'ai étudié au cégep de Rimouski de 72 à 75 en électrodynamique. Dans les 4 premiers étudiants étrangers venus étudier au cégep de Rimouski, j'étais le seul à ne pas bénéficier d'une bourse canadienne. Et puis, grâce à la bonne intention des autorités de ce collège, j'ai été encadré. Et ça m'a permis réellement de résoudre mes problèmes pécuniaires et qui m'ont permis d'achever mes études. Le prof Jean-Claude Drapeau, je l'ai connu quand je suis arrivé. Alors, il a demandé si je savais jouer au soccer. Alors, j'ai dit, je me débrouille. Et il m'a dit, je t'ai vu là garder les buts. Et je pense que c'est toi que je vais prendre comme premier gardien de but là, au cégep, pour les pionniers du cégep de Rimouski, au soccer. En plus de ça, je vais demander à la ville de Rimouski que tu enseignes le soccer avec moi aux jeunes, quoi. Le fait d'avoir étudié au cégep de Rimouski, c'est ça qui m'a ouvert toute la voie ici au Québec. Donc, à partir de là, tout ce que je faisais, c'est dans le domaine de l'énergie. J'ai travaillé pour Québec AT Mining en énergie. Ensuite, à Hydro-Québec jusqu'à ma retraite. Après ma retraite, fondé une entreprise. Après l'obtention de mon diplôme au cégep de Rimouski, moi, j'ai vu que sur le plan pratique, c'est beaucoup plus bénéfique. C'est ça, vraiment, l'avenir d'un pays. Ça doit nécessairement passer par le cégep, où la formation pratique est beaucoup plus mise en lumière. Je suis arrivée ici, donc en 2011, pour faire le programme en arts et lettres, concentration théâtre. De mon passage au cégep de Rimouski, je vais toujours garder comme souvenir à quel point est-ce que la culture, l'art,
était foisonnant autour de moi, avec mes amis, avec mes comparses étudiants, mais également avec certains enseignants en particulier qui portaient la passion de transmettre cette nécessité-là de faire de la place à l'art puis à la culture dans nos vies comme étudiants, mais aussi dans nos vies comme jeunes citoyennes, comme jeunes citoyens. Quand j'étais étudiante, c'est sûr que quand Stéphanie Pelletier venait donner des ateliers d'écriture, quand je rencontrais des auteurs de la région, des artistes ou des journalistes comme Annie Landreville, je trouvais ça très inspirant de voir qu'il y avait cette possibilité-là de vivre de son art à Rimouski, de vivre de sa passion. J'ai jamais eu aucun doute sur le fait que c'était possible de le faire. Puis mon passage au cégep me donnait des outils qui me sont encore utiles aujourd'hui. Ce milieu-là, mes enseignants, mes collègues, mais également les activités parascolaires m'ont permis de lancer 1 an après que j'ai gradué mon premier recueil de poésie. Quand je reviens au cégep pour discuter avec les étudiantes puis avec les étudiants dans le cadre du marathon d'écriture ou dans le cadre des ateliers de poésie que je vais donner dans des classes, j'ai toujours un peu l'impression d'être chez nous. J'ai un attachement vraiment de cœur envers le lieu qu'est le cégep d'abord, puis ensuite envers les gens qui y travaillent, d'aller rencontrer les jeunes étudiants, de partager avec eux mon parcours, de découvrir c'est quoi leur intérêt, comment ils écrivent. C'est toujours un cadeau très précieux. Journée spéciale. J'ai enfin avec moi les objets qui ont été sélectionnés pour la capsule temporelle. Je m'en vais rencontrer Julie Gast pour les découvrir. Suivez-moi. Comment ça va? Ouais, ça va. C'est un grand moment aujourd'hui. Ben oui, un grand moment. T'as apporté les objets. Oui, j'ai apporté les objets. J'ai le goût de te présenter comme premier objet le papier-monnaie. Dans la première capsule, dans le fond, il y avait des pièces de monnaie. Il n'y avait pas de papier-monnaie. Ça, c'est un des objets. Un autre écho aussi à la capsule précédente, c'est les 2 épinglettes suivantes, celle des pionniers, celle qui représente le cégep de Rimouski. On se rappelle que dans la première capsule, il y avait l'épinglette du petit séminaire. Ah, fait que vous avez comme fait une réponse puis vous avez mis les mêmes objets mais actuels. Exactement. Puis là, ben, on a quand même osé mettre un peu les sports dans la capsule aussi. Puis on a choisi, pour représenter notre époque, deux formes de teintes. On a une première série qui représente Charles, le roi Charles. Oui. Puis l'autre série de teintes, c'est en lien avec l'éclipse lunaire. Qu'on a eu cette année. Oui, exactement. Une éclipse qui se produit très exceptionnellement. Alors, s'il n'y avait pas une meilleure représentation pour notre année, dans le fond, ouais, que de parler de l'éclipse. Oh, je remarque aussi une carte étudiante dans la boîte. Ça doit être une ancienne parce que maintenant, elles sont virtuelles, les cartes étudiantes. C'est ça. Puis là, on se sert de ce format de carte-là maintenant pour le personnel. Prochain objet, Raphaël, dans le fond, regarde, il est dans un écrin. Ah, c'est quoi? C'est un médaillon. En fait, ce médaillon-là, on le remet à titre de reconnaissance au personnel. Je vois ici qu'il y a une rédaction qui a été écrite par une étudiante de création littéraire. Puis c'est un texte qui représente bien notre époque. Par la suite, tu vois, on a la liste de nos équipes sportives. Ah, les pionniers? Oui, les pionniers. Il faut dire qu'au départ, au séminaire, il y avait déjà une pratique sportive importante. Alors, ça témoigne un peu de l'évolution des disciplines sportives ici au cégep. Tu vois, ici, c'est la liste des programmes offerts au cégep de Rimouski. Dans le fond, c'est intéressant parce que s'il y a eu un séminaire, c'est parce qu'il y avait une mission éducative, puis c'était un cours obligatoire dans le temps. Mais là, je serais curieuse de voir la réaction des gens par rapport à la liste des programmes qu'on a fait. Puis comment ils ont changé aussi. Exactement. Peut-être qu'il y a des programmes qui vont exister, puis d'autres qui n'existeront pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un permis d'études pour des étudiants, les étudiants internationaux. C'est vrai que c'est important pour notre cégep. Oui. Puis que nos étudiants sont en contact avec des cultures d'ailleurs, c'est majeur, ça fait partie de la mission éducative, là, ça c'est sûr. Ce texte-là décrit le déroulement de la cérémonie. Qui va avoir lieu. Exactement. Donc là, on voit aussi justement la liste des objets, un peu ce qu'on est en train de faire. Fait que comme ça, ils vont avoir une direction, puis ils vont au moins avoir besoin de chercher pour trouver les significations. Exactement. Ça aussi, c'est un écho à la première capsule, puisque
Je sais pas si tu te rappelles, on avait regardé des articles... Un journal. Exactement. Ça reprend l'idée, dans le fond, qu'avaient eu les gens en 1922 lorsqu'ils avaient fait un article pour présenter la bénédiction. Mais là, je trouve ça intéressant parce que le journaliste ici fait état de la capsule. Mais Julie, il reste une carte mémoire dans la boîte. C'est quoi que vous avez mis dessus? On voulait redonner aux gens qui allaient ouvrir la capsule une idée de ce qui était dans la première capsule. Donc, on a mis des images, dans le fond, des photos de chacun des objets qu'on avait retrouvés et de la capsule en tant que telle. Mais là, c'est quoi la prochaine étape? C'est une étape assez spéciale parce que c'est la dernière fois qu'on voit ces objets-là. On va les mettre dans la capsule. Hugo, l'artisan, va refermer la capsule. Puis, la prochaine fois, ça sera ni toi ni moi qui allons regarder ces objets-là. Ça va être des contemporains dans 100 ans. On est rendu au moment fatidique où on prend ces objets. On va voir Hugo, l'artisan qui a fabriqué la nouvelle capsule temporelle, pour les remettre dedans. Alors, je suis tout à fait fébrile. Venez. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Hey, merci de m'accueillir dans le cœur énergétique du cégep de Rimouski. C'est un plaisir pour moi. Je viens de rencontrer Raphaël, une étudiante du cégep, puis on a pris le temps de regarder chacun des objets qu'on va déposer dans la capsule. Je vois des outils, tout ça, ça a l'air d'un bon projet. Peux-tu m'expliquer un peu comment tu as procédé? Alors, la façon que j'ai procédé, il fallait que je me fasse un moule. Parce qu'il était impossible de prendre la pierre dans laquelle est le fameux trou. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un négatif. Ça, c'est le positif. Oh, fait que c'est comme le modèle inversé de la forme que tu as prise. C'est ça. Là, j'ai exactement la même affaire que la pierre qui est sur le bâtiment. Là, le défi, c'était de faire une pièce de plomb comme il a été fait en 1924. Puis c'est pas facile, parce que c'est pas une expertise qu'on a su conserver avec le temps. Alors, j'ai mis une feuille de plastique. Je me suis coupé une autre feuille de plomb que j'ai mis dedans. Fait que quand je frappe au milieu, les côtés lèvent. Alors, je martèle puis je laisse les côtés levés. Puis un coup, j'ai eu la forme parfaite ici. Au centre. Là, j'ai commencé à baisser les côtés. Ensuite, je me suis rendu compte que ça réagit très, très vite à la chaleur. Ça devient liquide très rapidement. Alors, je me suis dit, je vais tricher un peu. Je vais mettre une feuille d'acier inoxydable. Je vais mettre mon couvert en plomb. Je vais rabattre le tour. Ensuite, je vais le souder. Ça, c'est la partie la plus stressante. Alors, la prochaine étape, ça va être de mettre les artefacts. Je les ai apportés. C'était tout un défi. J'étais un peu stressé au début, mais je me suis rendu compte qu'au niveau de la soudure, ça roulait bien. Alors, je l'ai fait toutes par petites sections, un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, pour répartir la chaleur. Et j'ai dû faire des pauses assez longues pour que ça refroidisse, parce que ça venait peut-être un peu chaud pour le contenu. Mais là, je suis sûr, là, on est prêt pour une centaine d'années. J'ai hâte de l'essayer. Je vous vois ici assemblés pour venir souligner le 100 ans de notre pavillon principal. Bien, ça me remplit d'émotions, je dois vous le dire. C'est vraiment un moment historique. Puis j'avais répondu présent à cet appel-là pour justement démontrer l'importance de notre institution. Alors, je vous remercie d'entrée de jeu d'être là. Est-ce que vous saviez auparavant qu'il y avait
dissimuler au cœur des murs de notre cégep une capsule temporelle. Un legs qui avait été laissé pour nous, il y a 100 ans, par les bâtisseurs de notre institution. Aujourd'hui, ça va être à notre tour de laisser un legs qui sera destiné à des gens dans 100 ans. Alors, c'est pour ça que c'est un moment historique et je vous remercie encore de participer avec moi à ce grand événement. Conserver le patrimoine pour les générations futures, c'est essentiel. Parce que dans le fond, on nous a confié un petit morceau de leur histoire et c'est à nous de transmettre cette histoire-là aux générations suivantes. On a la chance ici au Cégep de Rimouski d'être dans un bâtiment qui date de plusieurs décennies et même une institution qui s'est incarnée, impliquée dans notre communauté depuis tout ce temps-là et c'est à nous de redonner aux suivants. La préservation du patrimoine est très importante pour la direction et le conseil d'administration. Quand on hérite d'un bâtiment comme celui-ci, on n'a pas d'autre choix que d'honorer le pari, de le faire traverser le temps. Donc, quand on parle de patrimoine bâti, la préservation des lieux, de sa richesse. Je pense à la bibliothèque où, justement, on a fait renaître la chapelle qui avait été enfouie au préalable dans les années 60. Puis là, on a accès à toute sa splendeur. Quand on pense au patrimoine vivant, bien, c'est toute notre mission d'éducation. Hein? On a hérité de cette mission-là avec la venue du petit séminaire. Et maintenant, en tant que cégep, on doit poursuivre cette mission-là à travers le temps. Ce que sera le cégep dans 100 ans? J'imagine les gens qui étaient devant les plans puis qui imaginaient ce que serait le bâtiment, bien, autrefois le petit séminaire. C'est sûr qu'ils n'avaient pas juste un projet de construction en tête. Ils avaient un projet de développement de région. Un projet qui amenait l'accessibilité aux études supérieures. Et cet enseignement supérieur-là a aussi permis de développer la région, donc d'appuyer le développement socio-économique. Puis ça, ce rêve-là, moi, je pense qu'on peut le poursuivre et peut-être même l'amener à un autre niveau. Parce qu'on ne sait pas les défis qui nous attendent dans le prochain segment de 100 ans. On a déjà vécu des transformations importantes. La récente, c'est la transformation technologique. J'ai de la misère à imaginer les autres grandes transformations qui nous attendent. Mais je pense qu'au cégep, avec toute l'expertise qu'on a, l'histoire qu'on a, on est capable de faire ce tremplin-là d'un autre 100 ans. Puis je prends le pari qu'on va réussir.